Et bam, on est là. Magnifique! J'étais en train de réfléchir, je me disais: «Mais quelle intro pourrie je pourrais» et bam, on est là. Ce jeu de mots tout en finesse, tout en délicatesse, qui vient comme ça adoucir, tapisser, ce début de vidéo, tapisser ce début de week-end. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Vous ne pouvez pas nous répondre et non, vous êtes derrière votre écran. Magnifique, j'espère en tout cas que vous allez très, très bien toutes et tous. Nouvelle vidéo, nouveau récap de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, Ouais. beaucoup de choses. Comment ça va mon Quentin? En forme? Salut à toutes et à tous, salut Tom, j'espère que vous allez tous très, très bien et puis, bah, moi ça va impec, on Bon, continue, on se bon. rapproche de plus en plus, de ce qu'on attend le plus, des playoffs, bah, des vrais matchs de basket, parce qu'on a eu d'autres des matchs de basket cette semaine. Est-ce qu'on pourra en dire, tu vois? Est-ce qu'on pourra dresser, le même bilan, parler de véritables matchs de basket ou pas? Ça je vous laisserai en juger. Personnellement, j'ai mon opinion là-dessus. Mais bon, je vais pas spoil, aussi rapidement, notre sujet de la semaine. Le principal sujet de la semaine, bien entendu, qui a fait pas mal couler d'encre d'ailleurs. Et pour le reste, ça va, hein, franchement, pépouze, j'avoue que moi un peu à la Steph Curry, je prends mon temps, tranquille, voilà, je gère mon genou, je gère, plutôt là le déménagement parce que, bah, ça va aller vite. Je pense que dans 2 semaines, le décor sera différent derrière moi. C'est peut-être différent. Mmh. Donc voilà. On profite de des derniers moments vidéo avec ce setup, et des derniers instants potentiellement aussi de Stephen Curry sous la tunique des Warriors. Heu, allez, on enchaîne tout de suite mon Quentin parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Tu l'as dit en intro, il s'est passé un petit truc cette semaine, enfin 2 ou 3, mais notamment un qui est assez notable. D'ailleurs, on n'y avait pas pensé dans notre, règle anti-tanking, mais c'est sûr que les équipes qui tankent, si à chaque fois qu'elles avaient un joueur qui plantait 85 points, sur elles, peut-être qu'elles reverraient un peu le tanking à la baisse. Quoique, ça ferait parler d'elles, donc pas sûr. Heu, mais voilà, on a décidé de faire un petit focus cette semaine sur, 2 équipes qui vont bien à l'est et 2 équipes qui vont aussi assez bien à l'ouest. Mmh. Et c'est pour le coup des focus, limite, j'allais dire régionaux, mais non, d'État. On va commencer par la Floride. On va commencer Ouais. par la Floride et on va parler un petit peu, du Magic d'Orlando et bien évidemment, commençons, par le fait marquant de la semaine, le Miami Heat qui est sur une très bonne dynamique. Le point d'exclamation, c'est 83 points de monsieur Bam Adebayo contre les Washington Wizards. Hem, on va pas revenir sur un débrief de tout le match. Parce que c'était il y a quelques jours et que vous avez déjà eu, du contenu là-dessus. Juste si on peut et je te donne la main tout de suite là-dessus, j'ai vu une quantité de conneries passer sur les réseaux sociaux qui m'ont plus qu'énervé, je pense, cette Mmh. semaine. À quel moment on peut, heu, remettre en question une telle performance d'un joueur dans un match de basketball? En fait, le souci, c'est que je pense que là, on a pu percevoir peut-être le un des records là qui vient de tomber, même si en l'occurrence c'est pas un record all-time puisqu'il y a toujours mieux avec en la personne de notre bon vieux Wilt et ses 100 points. Mais, ouais, c'est une des performances les plus controversées de l'ère moderne Je ne comprends et pas pourquoi. ah, Ah, je suis désolé, je comprends pas pourquoi. En fait, pourquoi je comprends pas pourquoi? Je veux bien entendre le côté, la manière. Tu as 43 lancers francs, il prend énormément de shoots, il prend quoi? Il prend 22 shoots à 3 points, il en met que 7. Il y mmh, a beaucoup de En fait, il y a beaucoup de failles dans la manière d'avoir établi ce nouveau record de l'ère moderne. Parce que c'est l'ère mmh, moderne. Wilt, on n'a aucune image. Je remets pas en question la véracité des faits, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas d'image, on n'a pas de truc concret sur lequel s'arrêter. Kobe, on avait quand même enfin, on a tous vu le match, on a tous vu des choses assez formidables et assez merveilleuses. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que le mec établit une perf de fou furieux mmh. et la première chose que les gens te sortent, c'est: «Oui, mais il joue contre Washington». Genre Ime Udoka, sa sortie médiatique, j'ai envie de lui mettre une tarte, hein. Je peux plus me le voir en peinture, hein. «Oui, mais Ouais. c'était contre les Wizards. Oui, il a obtenu 43 lancers francs, il a pris plein de shoots». Les gars, est-ce que vous vous souvenez du nombre de shoots pris par Kobe Bryant lors de son dernier match pour aller mettre 60 points? Ouais, on prend 50. Je crois qu'il en prend, ouais, 48.
On a une quantité de scoreurs qui sont capables de nous prendre des 40 shoots par match, des 20 shoots à 3 points. Là, pour moi, le seul truc qui fait couler de l'encre, c'est que ce soit un mec comme Bam Adebayo qui ait tapé ce record. Il y a de ça, il y a de ça. Après, il y a quand même un contexte. Moi, tu vois, genre, je me le suis maté le match. Je me suis le maté en rediff parce que le matin, tu te réveilles, tu vois ça, tu te dis: «Bah, qu'est-ce qu'il s'est passé? Mmh. Qu'est-ce qu'il s'est passé?» et comment dire? Heu, En fait, la performance, peut-être qu'il aurait enfin, tu le sentais que c'était vraiment la chasse à au plus de points possible et c'était sale, en fait, c'était sale. Genre, à la limite, j'aurais préféré qu'on se stoppe au 3e quart-temps quand le match, il était d'une propreté absolue. Moi, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, juste regardez le 1er quart-temps de Bam, il est Extraordinaire, extraordinaire. Là, il y a extraordinaire. rien à redire. Le mec à 31 3 points. points, il met dedans, il doit être à 4 sur 5 ou 4 sur 4 et tout. Il est intenable, intouchable. Alexandre Sarr, bon, le pauvre, il a passé une soirée de merde. Il Et s'est fait pourtant, il fait un déboîter. très bon match, hein. Pourtant, il fait un très bon match avec ça, hein, sur ce match. Offensivement, il fait un bon match, Alex Sarr. Ouais, bah, Défensivement, il y a deux trois défensivement, phases où il envoie du beau contre et tout, où mmh. il y a un peu de protection de cercle comme on en a l'habitude, mais n'empêche, bon, tu es son vis-à-vis principal, quoi. Tu t'es pris 83 points dans la gueule. Bref, mais en fait, je trouve que, ouais, la performance, elle se ternit au fur et à mesure de la rencontre parce que moi, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Quand tu vois que, le Heat faisait exprès de faire des fautes sur les joueurs des Wizards pour que pour récupérer Mmh, la batte rapidement, permettre à Bam de shooter encore et encore. mmh. C'était dégueulasse. Franchement, c'était dégueulasse et en fait, le Ça, souci et moi je peux le comprendre, c'est que tu regardes, le match, il était plié, rapidement, quoi bien et sûr. de voir que, à la limite, arrête-toi quand tu bats les 60 puntos de LeBron James et tu sais que tu bats le record de franchise. Va Mmh. pas plus loin. Là, c'était trop gratté. C'est pas beau. En fin de compte, la performance en elle-même, elle est très respectable parce que moi, il y a 2 points qu'il faut quand même garder en tête. C'est qu'il faut avoir un Un une cardio, un cardio. C'est un marathonien, le type. Il joue 45 minutes sur les 48 du match à peu près. c'est KD qui Il le a dit ça, hein. C'est KD qui le dit en conférence de presse d'après-match, qui dit tout de suite: «Oui, alors OK, il a eu 43 lancers francs, mais ça veut dire qu'il a provoqué 43 lancers francs aussi». exactement et en plus de ça, Bam Adebayo, on sait qu'il est quand même réputé pour bien défendre aussi. C'est-à-dire que c'est pas Léo Ouais, Messi qui ne fait qu'attaquer et qui marche pour revenir en défense. C'est pas c'est ça. pas Le mec, c ouais, c'est ça, c'est un c'est pas défenseur. Doncic, même si Doncic, on en reparlera. Bah, oui. Mais il y a ça et il y a aussi l'aspect, gars, dans la tête, le gars te rentre 36 lancers francs sur 43, il y va à fond, il les les points, en fait, pour atteindre cette barre des 83 points. C'est Donc et moi, il y a juste des trucs, ouais, qui m'ont un peu frustré en mode, oui, bah, on oubliera vite, qui a inscrit les 83 points. C'est Giannis, je crois, qui sort ça. Mais il a bien pas sûr que tort. non. Bah, je pense pas, moi. Je La pense façon pas, on sait la façon est contre qui? bah, ça, on s'en rappellera, ça, c'est certain. La façon et contre qui, on s'en rappellera puisque c'est ce qui nous marque l'esprit. On se dira: «Bah, lui, c'est celui qui a mis 46 lancers francs pour atteindre ce record» et alors, à la limite, face à qui, on sait pas, mais la façon, on s'en souviendra puisqu'elle Je fait sais polémique pas. et c'est ce qu'on retient de cette semaine-là Moi, je sais pas. Tu vois, et ça le joueur aussi, à un moment le donné, on joueur n'oublie pas. non, pardon. Le joueur, tu t'en souviendras. Le joueur, tu t'en souviendras parce que ce qu'essaye de nous faire passer, entre guillemets, une partie de la communauté NBA depuis cette performance, c'est que Bam Adebayo est un joueur lambda. Bam Adebayo n'est pas un joueur lambda, hein. Bam Adebayo est une star, c'est pas un franchise player. On le dit depuis des années Ouais, et nous on le dit voilà. depuis qu'on a ce média-là. C'est peut-être l'un des meilleurs lieutenants de la ligue, à côté de qui on aimerait mettre un Et franchise player et c'est ton point d'ancrage défensif. C'est un mec qui a déjà joué des finales NBA, qui a été le second couteau de Jimmy Butler, qui a fait des choses formidables. s'il claque ce match 2-3 saisons auparavant, genre, c'est totalement différent. Mais tu vois C'est pourquoi? tout Moi, bah c'est bah, parce qu'on va pas se mentir, les 2 dernières saisons, moi le 1er, hein, Bam Adebayo, il m'a fait chier. moi Je Bam ne Sané cesse me à chaque régale, fois hein. de le dire. Bam Adebayo, pour moi, quand il est sur le parquet, ça va faire bam bam. Il doit être impressionnant, il doit faire mal à tout le monde et en l'occurrence, là, c'était toc toc, quoi. Enfin, genre, on n'entendait rien, il faisait plus trop de bruit, je trouve que peut-être aussi que le départ de Jimmy Butler, la façon dont ça s'est, lui, en a pris un peu, dans la caboche. C'est plus Tyler Herro, en fin de compte, qui avait pris les choses en main, une fois le départ de Jimmy Butler. Bam Adebayo, franchement, il était un peu sur la pente descendante. Ouais, Il y a quelques il y a 2-3 saisons, il était pour moi top 3-4 des meilleurs pivots de la ligue. Bon, bah, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. non mais ça je l'entends complètement.
Après, Bam nous sort une sale saison là, hein. Avec les blessures de Tyler Herro, les blessures là récemment de Norman Powell et tout. Bam, cette année, il est quand même à 20 points de moyenne par match C'est avec beaucoup mieux. Ah ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, je suis c'est d'accord. c'est sa 2e meilleure perf, en carrière. Ouais, ouais, Il est ouais, à ouais. il est à 20 points de moyenne par match, il est à 7,7 rebonds, donc tu as quasiment 8 rebonds. Non, je suis un ouf. Non, non, tu as 9,8 rebonds. Tu as quasiment 10 rebonds par match, tu as quasiment 3 passes par match, une interception, quasiment un bloc. Bam, il est quand même sur une saison archi sérieuse. Il est à Je sais. 44 au shoot, 32 à 3 points sur un volume où il en prend plus que d'habitude. Tu imagines, il prend 5 3 points par match cette année. C'est du calibre All-Star. C'est pour moi, cette année, c'est un joueur calibre All-Star qui Mmh. sera, quoi qu'on le veuille, top 5, top 6 du Deep Boy. Ouais, Parce possible. qu'en J'avoue, plus j'ai pas fait les Miami comptes, mais oui, oui. parce qu'en Et plus une bonne Miami fait une défense. saison sérieuse et c'est le point d'ancrage de ta défense. Mmh. Ou cette année, pour le coup, il y a pas Butler, il y a Herro, mais on sait qu'Herro n'est pas forcément un franchise. Il y a Norman, mais on sait que Norman n'est pas un franchise. Lui, pour le coup, assume assez bien le côté leader de cette équipe. Mmh. En fait, moi, je trouve ça très facile de remettre en question cette performance parce que c'est Bam Adebayo. C'est-à-dire que Luka Doncic a sali les Bulls hier. Ouais, 51 points entre les matchs à plus de Il 50 points, Voilà, avec la Phoenix des Lakers. et il les a salis comme il faut, hein. Ouais. Si Luka, contre une équipe qui tanque comme les Bulls, avait mis 80 points, de la même manière que Bam Adebayo l'a fait, je te jure qu'il y aurait pas les mêmes discours. Et qu'on serait pas là à dire: «Oui, il a fait ça contre une équipe qui tank, il a eu beaucoup de lancers francs». Ouais, il a eu beaucoup de lancers francs parce que Luka Doncic sait provoquer des lancers francs, parce qu'on sait que Luka Doncic est capable de prendre feu et a un cardio en attaque qui est phénoménal. Tu vois, pareil, si c'est Shai qui l'avait fait en fait, si c'était un élite scoreur qui avait fait cette perf avec la même manière, Il y aurait eu des critiques quand même. Parce qu'en fait, on est dans ouais, une mais beaucoup société qui fait qu'on moins. critique oh mais non, mais aujourd'hui tu critiques tout. Et tous les records qui Oui, vont être battus, là, le record de chez Gilgeous-Alexander, tu penses pas qu'il va y avoir des gens qui vont le critiquer? Qui vont dire: «Oui, mais ça c'est normal parce qu'aujourd'hui ça score beaucoup plus, patati patata». On est dans une société qui fait qu'on va tout de suite critiquer plutôt que d'essayer de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé. Heu, moi, je j'ai juste pas aimé la tournure du 4e quart-temps. ça Mais je pour l'entends le reste, complètement. quand le mec atteint les 62-63 points, que la salle explose parce que tu bats le record de LeBron James, de la franchise et tout ça, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Et en même temps, du coup, quand tu prends ça et tu sais que Bam n'est pas n'est pas réputé pour son scoring et qu'à la moitié du 3e quart-temps, il a dépassé les 65 points, inconsciemment et même je pense consciemment, tu te dis: «Le mec fait le match de sa vie». Oui, Il y a il pousse reste un peu, mais voilà, il reste 15 minutes pour essayer d'aller chercher quelque chose qu'on a vu une fois dans notre qu'on l'a même pas vu en fait, qui s'est passé une fois en NBA, c'est-à-dire faire mettre plus de 81 points. ouais, mais la manière, elle est pas belle, en fait. La Ouais, manière la du 4 manière. pour moi, la manière, elle est pas belle. Même les joueurs s'y mettent, quoi. Tes Ouais, propres bah oui. coéquipiers font des fautes pour casser le rythme, pour faire tout ça, pour que ah gars, Ouais, 2 en doigts même dans temps la gorge, j'ai envie de dégueuler, tu vois? en même temps, ça crée une cohésion d'effectif qui est ultra kiffante. Ouais, faut voir ce que ça va donner par la suite, c'est clair, Ouais, mais carrément. bon, tu vois, genre, il y a juste ça. Le On aimerait contraste, en fait, le contraste, il est saisissant. Moi, Ouais. je vous promets, regardez les 3 premiers cartons, kiffez. Le quatrième, bon, bah, évitez, quoi. C'est pas une bonne publicité pour le basket, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des points qui sont critiquables, d'autres où il faut quand même pour moi, et je pense que tu es Les gars, d'accord il met aussi. ses lancers francs, hein. Moi, je mets Ouais, je mets pas la moitié de ses lancers il est à francs, hein, sur le 36 match. sur 43 au lancer franc, c'est Ouais. combien de pourcentage? Pour un pivot, il y a pas 10 pivots dans la ligue qui font 36 sur 43, hein. Je te le dis, hein. Surtout que je prends l'exemple du biathlon, par exemple. Les mecs qui poussent sur les bâtons, poussent sur les bâtons. Quand ils se retrouvent face à la cible, ce qui est difficile pour eux, c'est de mettre dedans parce que Beh, ouais, il faut faire baisser faut ton faire rythme. C'est descendre. pareil Mmh. quand le match qu'a fait Bam Adebayo, Mmh. c'est un peu le même, contexte, un tout petit peu différent, mais j'essaie de, tu vois, faire un petit parallèle. Il y a de ça, donc faut les mettre tes lancers francs. Il l'a fait, il atteint les 83. Je peux te dire quand il est sur la ligne des lancers francs, qu'il est à 81 points pile et qu'il faut qu'il mette les 2 derniers là. Mais gars, ça se voit, la manière dont, à mon avis, il avait les mains qui tremblent quoi, le type, Bien enfin, sûr, qui tremblaient. mais bien Ouais. sûr. Tu imagines péter un record comme ça? On franchement, on aimerait bien avoir vos avis, en commentaire de cette vidéo. Dites-nous un petit peu comment vous analysez avec un peu de recul, maintenant quelques jours de recul, cette performance. Qu'est-ce que vous retiendrez? Qu'est-ce qui vous a clairement fait chier dans cette performance? Quentin a raison, le côté un peu absurde d'aller chercher ses fautes comme ça. Moi, je t'avoue que c'est pas forcément les lancers francs qui m'ont saoulé, c'est plus le côté, bam, prend 22 shoots à 3 points.
et n'en met que 7. Enfin, tu vois, le pourcentage est quand même pas ouf. Qu'ils prennent 40 shoots, ça me dérange pas parce qu'au final, tu vois, je crois qu'il est à quoi? Il est à 37 au shoot sur ce match. C'est pas non Mmh. plus c'est pas aberrant. Je crois qu'il est à 20 sur 43. Tu sais que 20 sur 43, C'est propre, c'est propre. franchement, c'est pas dégueu. C'est Ouais, pas ouais. dégueu. Pour un pivot, il y a mieux parce qu'on sait que c'est des shoots qui sont généralement pris plus proches du cercle. C'est pour ça que le 7 sur 22 à 3 points est pas ouf. Mais globalement, on aimerait bien savoir ce que vous avez pensé. Tu sais comment j'ai envie de conclure moi? Vas-y. Celui qui nous aurait fait un bien fou, malheureusement il est pas là, mais j'aurais bien aimé avoir Kobe qui la voix de la sagesse, il t'aurait Eh ouais. dit: «Respect mec, tu as été monstrueux, tu as fait ce qu'il fallait» et tout le monde aurait fermé sa gueule Mais clairement, et on serait passé à autre chose. Là, clairement. le fait qu'il y ait pas Kobe, bon bah, malheureusement voilà. Non, je te dis, c'est KD qui a tenu un peu ses propos en disant: «Non mais les gars, OK, il y a la manière, tout ce que vous voulez, mais là on parle d'un joueur qui sur 48 minutes a réussi à mettre 83 points en provoquant du coup 21 fautes, en mettant 20 shoots». Mmh. Là, on parle d'un pur baller scoreur, c'est-à-dire que pour nous, fans de basket de cette génération, qu'y a-t-il comme plus grosse référence en scoring que Kevin Durant? Ouais et c'est un pivot, c'est ça aussi qu'il faut Et parce c'est que un pivot! ça te permet d'avoir aussi un œil sur l'évolution de ce jeu, Et qui tu permet vois? aussi de se rendre compte que Will Chamberlain était un fou furieux aussi, hein, du coup. Ouais et qui lui-même était, un intérieur d'ailleurs, donc ça Un prouve que les intérieurs, ils malade peuvent mental. planter, en fait. On est d'accord. C'est pas aux extérieurs de scorer, c'est à tout le monde, en fait. On est complètement d'accord là-dessus. Voilà, bonne intro qui nous permet du coup de faire un petit point, un petit parallèle sur la très bonne dynamique du Miami Heat, en ce moment. Le Heat qui vit une saison, alors, qui a été contrastée. Nous, je me souviens en début de saison, on avait fait une vidéo sur le Heat en disant: «Qu'est-ce que c'est cool à regarder!» Ouais, Spoelstra avait changé complètement sa manière de jouer, on était limite sur du run and gun. Norman mmh, Powell s'était hyper bien intégré à cette équipe. ouais, On avait Davion Mitchell qui montrait de belles choses, Jaime Jaquez qui nous fait une saison en sortie de banc qui est c'est juste solide. magnifique. Des hauts et des bas de Kelly Ware. On a aussi, de temps en temps des performances comme hier de Pelle Larsson qui sont hyper intéressantes. On a aussi Kasparas Siakis qui montre de belles choses en sortie de banc de temps Mmh, en temps. On a eu le mmh, retour de Tyler Herro qui a montré aussi, bah, qu'il est complètement capable de jouer à un niveau All-Star. Là, ce qu'on va attendre de lui, c'est de la régularité, surtout de la présence sur les parquets. Mais voilà, globalement, on est sur un push du Heat. Le Heat actuellement est 6e de la conférence Est, 38 victoires, 29 défaites, 7 victoires consécutives, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. On sort de la zone play-in. On se souvient aussi de cette période de creux un peu entre le mois de décembre et le mois de janvier, où le Heat est redescendu un peu dans ses travers, était redescendu au classement, où un journaliste avait dit à Bam Adebayo: «Vous en avez pas marre de faire le play-in?» Et le mec en avait juste ras-le-bol, et nous plante du coup 83 points 2 semaines après. Hem, on est sur une dynamique hyper intéressante de la part du Heat. Moi, la question que je mmh. te pose, c'est: on a l'habitude de voir ce Miami Heat, en saison régulière, être médium. Voilà, entre ces places 8 et 5 généralement, donc bordure play-in, bordure play-off, mais qui en play-off, une fois qu'elle arrive en play-off, devient un réel poil à gratter. Toi, au vu de cet effectif, au vu de la cohésion d'équipe, du changement de style et du coaching de monsieur Eric Spoelstra, est-ce que tu envisages, du coup, que le Heat valide cette place qualificative directement en play-off sur la fin de saison et devienne un Mmh. réel poil à gratter qu'il va falloir prendre en compte sur ce premier tour de play-off? Ça peut l'être parce qu'on a quand même on a des certitudes. D'abord, concernant la défense du Heat qui on le sait, c'est une équipe qui est réputée pour être solide en la matière. Là, je trouve que, Spo, il tente encore des trucs, il alterne, avec une défense individuelle qui est agressive, avec des types qui peuvent être très bons là-dessus, notamment Davion Mitchell, et puis une zone 2-3 qui est modulable. Cette zone, il l'utilise un peu, je crois que c'est lui qui l'avait expliqué pour masquer le manque de taille quand même Ouais. que l'on peut voir dans cette équipe, Mmh. et même sur, certains postes extérieurs et surtout forcer l'adversaire à prendre des tirs, la plupart du temps qui sont contestés. Il y a jamais de tir facile face au Heat. Jamais. Ils sont top 10 de la ligue en efficacité défensive sur le mois de mars. Grosso modo, défensivement, c'est solide. Maintenant, c'est offensivement, j'essaie de voir aussi ce que ça peut donner. Ouais. Bon, bah, là, on voit que Bam Adebayo est capable de sortir, j'aime bien le Bam Adebayo un peu en mode finisseur. Bah oui. J'aime bien cet aspect-là, et un mec qui du coup, le met dans les meilleures dispositions, c'est Davion Mitchell. On a tendance à souvent parler de Norman Powell parce que Mmh. bon, bah,
C'est un superbe ajustement. Il tourne à quoi? 18 points de moyenne, pourcentage élite. Son duo avec Bam Adebayo, il fonctionne bien là dans ce système de dribble end off là, end off comme ils disent. Ouais, dribble and go. Heu, mais Davion Mitchell, heu, ultra important dans ce style un peu run and gun contre-attaque. C'est beaucoup de contre-attaque aussi le Heat et tout ça. Ouais, ouais, Mais est-ce complètement. que ce style de jeu run and gun contre-attaque peut bien se traduire en play-off? De où le rythme est un petit peu plus posé, tu vois? Alors, Ça je ressemble l'en en fait, moi ce que je veux dire, c'est que ça ressemble quand même à une équipe solide en play-off, en saison régulière, ce qui fait que je les ouais, vois atteindre le top 6 ou alors à la limite, le spot 7 là, pour ouais. s'assurer d'avoir 2 matchs en play-in. Par contre, en play-off, j'attends de voir. Tu sais que pour moi, si ça avait été n'importe quelle autre équipe, j'aurais eu les mêmes doutes que toi. Mais là où je suis un peu plus serein avec le Heat, c'est que c'est le Heat. Et que le Heat, sur ces dernières années, quand les playoffs arrivent, est-ce qu'il y a une équipe qui nous montre plus le côté changement de défense en playoff? Déjà que les mecs, toute la régulière, c'est chiant à attaquer. Quand tu arrives en playoff, sur les, allez quoi, 5, 6, peut-être 8 dernières années, le Heat, tu sais que ça va durcir, ça va jouer encore plus physique, que demi-terrain, bah, en fait, ça leur fait pas peur de jouer comme ça demi-terrain parce que ça fait des années qu'ils jouent comme ça. Là, c'est un peu au contraire, je trouve que c'est un peu une saison laboratoire, expérimentation, où tu arrives à développer ta capacité à jouer à un high tempo, à un tempo plus élevé, parce que tu as aussi compris que les équipes du haut de tableau que sont Boston, New York, Cleveland un peu moins, sont des équipes beaucoup plus fortes que toi sur le high tempo. Et le fait d'ajouter un peu cette corde à leur arc, et bah, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire que ça leur ouvre aussi cet aspect du jeu où on sait très bien que sur demi-terrain, Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Kelly Ware, Jaime Jaquez, Davion Mitchell sont complètement capables d'eux. Et en plus de ça, nous ont montré que si tu joues aussi sur du run and gun, bah Norman Powell, en fait, c'est le joueur idéal pour jouer sur du run and gun parce que c'est un joueur qui est capable d'aller jouer sur des prises à 2 ou d'avoir cette bonne passe aussi s'il y a une prise à 2. Tyler Herro, qu'on le veuille ou non, sur du pick and roll avec Bam Adebayo, ça reste ultra élite. Davion Mitchell, la relation aussi avec Bam Adebayo est hyper intéressante. Kelly Mmh. Ware montre de temps en temps, même si c'est un peu irrégulier, qu'il est capable d'eux. On a parlé des Yakutionis, des mecs comme ça, des mecs des pays de l'Est qui, eux aussi, savent durcir leur jeu. Jaime Raquez en sortie de banc. Tu sais quoi? Moi, plus le temps avance, plus je me demande si ce poil à gratter de l'Est, là, qui serait capable de faire un upset au premier tour, ce serait pas le Heat. Bah, si on compare ça à leurs collègues, On y floridiens, arrive, on y tu arrive, vois? Ouais, tu peux ouais, on y peut-être. arrive. Parce que tu vois, si je te reprends les autres équipes qui sont un peu dans ce chapeau, entre la place 5 à 8. Tout le respect pour les Sixers, mais avec la blessure de Tyrese, ça continue à descendre et je sais pas, en fait, finalement, si on retrouvera un Six les Sixers à 100 avec Embiid, Maxey et tout. Ça me semble On en a parlé récemment, mais ça me semble être quand même plus de la science-fiction qu'autre chose. Il faudrait vraiment un alignement de planète extraordinaire pour que les Sixers fassent quelque chose en play-off. Ouais. Charlotte, on est sur la darling magnifique, mais Oui, bon, pour voilà. que oui. C'est déjà une magnifique saison, il y a déjà plein d'accomplissements, on engrange de l'expérience, on essaye de remodeler un peu l'effectif et d'amener un peu plus d'expérience cet été et ce sera très bien. Atlanta, on a compris qu'on était sur une reconstruction autour de Jalen Johnson, mais pareil, tu vois? J'ai l'impression que la saison d'Atlanta, on est déçu et en même temps, on est content parce on a pris un vrai virage. On est sur Mmh. une vraie reconstruction autour Oui. de Jalen Johnson, on rajeunit C'est pas l'effectif. la mais non, mais c'est pas la même timeline que le Heat Voilà, déjà, tu c'est vois? pas les mêmes temporalités. Toronto Toronto, on est dans le dur et on sait concrètement qu'en play-off, Toronto, je suis désolé, mais il y a beaucoup trop d'équipes qui ont compris leurs failles et qui vont jouer dessus et Ouais, non, ça mais va ouais, pas mais être oui, des tu vois, grosses tu équipes. procèdes par élimination, ouais, le Heat Voilà. ressort, comme étant cette espèce d'épouvantail que tu as envie d'éviter, en tout cas en 1er tour si tu es un des 4 gros. Et tu vois, si on va dans ce sens et on parlera du Magic juste après, le Heat peut potentiellement terminer 6e ou 5e. Moi, je pense clairement que le Heat a la capacité de rester dans ce top 6. Tu termines 5e ou 6e, donc potentiellement, tu peux jouer à l'heure actuelle, hein, et je pense pas que ça change trop parce qu'avec le retour de Tatum, je vois pas Boston descendre de cette 2e place. Tu peux jouer les Knicks ou les Cavs. Tu sais que tu es les Knicks et les Cavs, mon gars. Tu te tapes Tu les as un Knicks. peu tu as la flemme, mais gars, c'est du 70 30 à l'heure actuelle, là, en Ah l'état ouais? actuel des choses. Ah Ouais, je ouais? pense.
Et Ouais, je bah, moi pense. je et bah, moi, au vu, entre guillemets, de ce que nous ont montré les Knicks et les Cavs cette saison j'ai trop la flemme de jouer le 8. Ah, J'ai le trop la groupe, il est flemme. quand même beaucoup moins talentueux que celui des Knicks et des Cavs. Mais par contre, ils ont tous les éléments pour les faire chier, hein. Ouais! Je trouve qu'ils ont tous les éléments parce que tu veux du playmaking, tu as des joueurs qui sont capables. Tu veux de la domination à l'intérieur, tu as des joueurs qui sont capables. Tu veux une défense ultra élite, tu as des joueurs qui sont capables et Putain et dans le secteur intérieur quand même, face aux grands Allen, Mobley et tout, c'est un peu chiant. Karl Anthony Towns aussi, ça peut être un peu chiant. Attention, hein, ils sont et petits, Miami, hein. ils sont petits, mais par contre, ils sont durs au mal. C'est-à-dire que Bam Adebayo, Kelly Oubre, Jaime Jaquez, Andrew Wiggins, tu sais Ouais, que cette rotation-là, elle va faire genre, qui va défendre Bam Adebayo, à New York? C'est bah, Kat? tu envoies du Anunoby. Mitch? Ah mais Anunoby, tu vois, typiquement pour moi, c'est le genre de joueur qui est vraiment chiant à défendre pour lui. Parce que c'est pas trop grand, donc Bam, il est costaud. En plus, Bam, s'il veut enfoncer, il enfonce tout New York sur son épaule droite. Je trouve qu'au contraire, Cleveland a plus Josh de Hart, tu envoies du Josh Hart. un peu petit pour le coup, non? Pour défendre Bam. Pareil, Bam, s'il décide de mettre son épaule, Josh Hart, il va l'enfoncer. Je pense que Cleveland a plus de moyens de défendre Bam que New York. Faut Et voir. je sais Ouais. pas, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de m'enflammer sur cette équipe du 8, mais ils nous ont montré tellement de choses sur ces dernières années, avec un coaching pareil, hein, tout le respect pour Atkinson et Mike Brown, hein. Mais les gars, Mmh. s'il y a un coach qui peut vous péter la gueule en ajustement au cours de la série, c'est Erik Spoelstra, hein, Oui. Ah ouais, c'est un vrai scientifique du jeu, lui. et qui va profiter du fait que vous avez la pression sur vos épaules pour bien accentuer là-dessus. Parce que là, tu sais que les Cavs ou les Knicks, ça saute au premier tour contre le Heat. Ouh là là, hein. Ah bah, oui, bah, de toute façon, ces 2 Ouh là équipes-là là, ont la hein. pression, hein. De toute façon, si elles n'atteignent pas les finales de conférence, pour moi, bon, bah, voilà, ça sent le roussi. D'autant Donc plus ouais. quand on voit comment le marché devrait s'activer cet été, ouais, ouais, attention. Non, c'est pour ça, franchement, moi, le Heat, je vais suivre vraiment avec attention leur fin de saison, pour voir ce que ça donne. Tu avais des trucs à rajouter sur le Heat ou on passe sur l'autre équipe floridienne? Non, pas spécialement, pas spécialement, Éventuellement, affaire ce à qu'on suivre. ouais, éventuellement, ce qu'on peut faire, on peut vous donner les 5 prochains matchs du Heat pour essayer de voir si cette bonne dynamique peut se perpétuer et rester constante un peu dans les prochains matchs. Ouais, Très bon test. Dans la nuit de samedi à dimanche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Miami-Orlando. ouais, Donc déjà, celui-là, il fait plaisir. Dans la continuité, tu vas à Charlotte, attention. match piège, tu reçois les Lakers. Attention, pareil, Ouh, on va en parler. Tu vas à Houston, tu reçois les Spurs, et là, double confrontation avec, double Cleveland. Tu confrontation sais contre Cleveland. que Ah, tu as un calendrier de salaud là sur tes 10 prochains jours. Après, tu vois, c'est un peu plus cool. Tu as Indiana, Philadelphie, Boston, un peu plus compliqué, mais Washington, 2 fois Toronto, Washington et tu finis avec Atlanta. Tu as une fin de calendrier qui est plutôt cool. Mais là, en gros, tout joue sur tes 10 prochains matchs. ouais, il y a les 7-8 prochains matchs, ils sont C'est ça. très, très chauds, hein. Tu joues ta saison là. J'espère qu'on n'a pas parlé trop vite parce que attention, hein. Attention, le curse de Coast to Coast, les gars, on sait qu'il fonctionne bien, hein. Demandez aux copains de New York, demandez à Chappie, il sait ce que ça veut dire le curse de Coast to Coast. Donc voilà, on va suivre ça. Petite Mmh. transition, on va peut-être faire un peu moins long parce qu'il y a pas eu de record et encore que c'est une équipe qui va bien en ce moment, qui est en train de, excusez-moi du terme, hein, mais sauver le cul de son coach. On va parler d'Orlando. Orlando, début de saison dégueu, Mmh. encore beaucoup de blessures, on le sait, du Banchero, du Wagner, du Suggs. Là, on est en train de retrouver un petit peu tout le monde. Franz Wagner devrait retourner, du côté du banc. J'ai entendu ça là récemment, devrait faire son retour bientôt et devrait commencer à starter sur le banc. On sent qu'il y a une alchimie qui est en train de se trouver autour du trio Jalen Suggs, Paolo Banchero, Desmond Bane. Mmh. Anthony Black, qui est en train de rencontrer un petit mur là de sa saison qui était magnifique. Ça commence à rentrer un petit peu dans le rang. Mais par contre, à côté de ça, tu as du Wendell Carter qui montre de belles choses et c'est surtout, je sais pas ce que tu en penses, on est le premier à le critiquer quand ça va mal. Parlons bien de Paolo Banchero. Paolo Banchero Mmh. depuis un mois, c'est un niveau all-star sans débat.
Il joue davantage sans ballon. Beaucoup mieux, ce qu'on attendait. Il agit beaucoup comme poseur d'écran. Il aime bien finir, au cercle là, dans le spot, le dunker spot là. C'est nettement mieux la finition là depuis quelques Il y a saisons. en fait, il y a ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû discuter avec le staff et tout, mais il attaque mieux, Plus je trouve qu'il est intelligemment. plus rapide, il est plus intelligent, je sais pas comment l'expliquer. Meilleure Il sélection me de fait shoot. Tu sais, parfois, il me fait un peu penser à ce pivot hub là, qui crée, tout ça, et d'ailleurs, lorsqu'il ressort le ballon en kick out, Mmh. ses coéquipiers, ils tirent à 47 à 3 points en ce moment. Donc, C'est ça c'est qui le est pas numéro 1 fou, de hein. la ligue, parmi les joueurs pour, dans ce registre-là, c'est drôle. Tristan da Silva en ce moment, putain, il est régulier à 3 points Tristan da Silva, il fait du bien, hein. Ouais, 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 ouais. Connecte lui, il est chaud, hein. Les Ouais, 26 points contre Washington, toujours Washington d'ailleurs, mais, mmh. dans le spacing collectif, il fait un bien fou le Trendon. Ah non, non, franchement cette équipe d'Orlando qui va bien et moi je maintiens une chose. Je pense très honnêtement que malgré les bonnes dynamiques, déjà, je suis très content pour Paolo Banchero parce qu'on oublie encore que c'est un très jeune joueur qui est pétri de talent, qui a un physique hors du commun et qui a les capacités de mettre plein de choses en place et qui n'était absolument pas l'idée et qui ne l'est toujours pas, je trouve, par son coach. C'est un joueur sur lequel tu dois construire une manière de jouer, un fonctionnement un peu particulier et ça n'a pas été mis en place par Jamal Mosley. Je ne comprends pas pourquoi Jamal Mosley est encore coach de cette équipe et je pense que ça ne durera pas. C'est aussi pour ça que, et dis-moi si je me trompe, que je ne crois pas trop en cette équipe en playoff. À cause de Jamal Mosley, très honnêtement. Bah, ouais, moi aussi, pour le coup, j'ai moins de certitude que leurs voisins du Heat. Et paradoxalement, Heu il y a peut-être plus de talent, en fait, à Orlando qu'à Miami, hein, Bah, ouais, hein, si tu dans regardes l'effectif. bien, est-ce que tu as un joueur plus talentueux que Paolo Banchero du côté de Miami? Non. Non. Non? Et même Franz Wagner, tu sais que bon, il a déjà montré 2-3 belles choses. Par contre, un point quand même, qu'il faut souligner et qui va quand même, du côté de Jamal Mosley et de son staff, c'est que défensivement, ça va beaucoup mieux depuis le All-Star Game, Orlando. Oui, mais est-ce que c'est un point qui va dans le sens de Jamal Mosley ou est-ce qu'au Bah, contraire non, oui! mais pour moi, au contraire, c'était une arme de plus de dire: «La seule chose qui, entre guillemets, allait bien dans le coaching de Jamal Mosley sur ces dernières années, c'était qu'il avait une défense élite» et le fait d'avoir le même effectif en rajoutant Desmond Bane, qui est quand même un sacré bon défenseur et que cette défense perde pied, pour moi, c'était un élément supplémentaire de dire: «Mais Jamal Mosley, mec, le seul truc entre guillemets que tu mettais bien en place, ça se passe moins bien». Donc ouais, c'est positif, mais j'ai envie de te dire que Orlando, aujourd'hui, soit la 9e meilleure défense au rating de la NBA, bah, heureusement quoi, merde! Tu as un effectif qui est quand même ultra capé défensivement. À l'intérieur, tu as du Wendell Carter, tu as du Jonathan Isaac, tu as du Mo Wagner aussi qui était blessé, qui va revenir. Sur les lignes défensives extérieures, on l'a dit, tu as du Desmond Bane, tu as du Jalen Suggs qui est quand même l'un des meilleurs meneurs Ouais. de cette ligue. Bah, Suggs, c'est simple, hein, il a un rating défensif, d'élite. Il Ils change sont tout, à 106,9 quand il est sur le parquet, mmh. contre 117,8 quand il est sur le banc. Mais Bon, ouais, il change bah, tout. on l'a compris, C'est c'est le game changer. voilà, le game d'un point de vue défensif notamment. La raquette aussi, l'équipe, elle progresse dans la défense intérieure puisque ils ont encaissé plus de 51 points, avant le All-Star. Là, ils sont à moins de 49 points. Donc, bon, bah, il y a de la rigueur, il y a plus de rigueur dans la défense C'est ça. du Magic. Ouais, maintenant, bon, bah, bien sûr qu'il y a tout le temps mais je trouve que c'est un fusible qui est quand même, enfin, je sais pas, c'est tout le temps le coach qu'on a dans le viseur. Moi, je suis content, que Paolo Banchero, commence à répondre présent. J'attends de voir Franz Wagner parce que c'est pareil, enfin, putain, à un moment donné, gars. Mais alors, encore une fois, les blessures. On tombe sur certaines franchises qui sont structurellement mal foutues parce que tous leurs joueurs se blessent. Mmh. Shout out à, New Orleans. Orlando, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose. Parce que les blessures abdominales et les blessures aux cuisses et les blessures de machin, ça fait combien de temps qu'Orlando n'a pas été au Ouais, complet? Ça fait combien c'est d'années? récurrent, c'est récurrent. Il y a peut-être un problème aussi à se poser là-dessus et sur peut-être que c'est pas Jamal Mosley la faute, mais c'est aussi là un problème de staff. Mmh. Moi, je c'est pas pour taper sur Jamal Mosley par pur plaisir parce que encore une fois, tu es coach NBA, tu es un coach enfin, tu es l'un des meilleurs coachs du monde, donc ça, il y a pas de problème là-dessus. J'ai juste l'impression que
Jamal Mosley ne fait pas tout pour créer un collectif performant autour de sa jeune superstar. C'est ça qui me fait chier. C'est qu'on lui Ouais, a ouais. rajouté des éléments qui shootent, on lui met un peu tous les éléments qui pourraient être intelligents autour de Banchero et encore, je pense que ça pourrait être encore mieux fait. Mais il y a pas forcément de progression sur, tu sais, la manière de mettre en place l'attaque. Là, on est content depuis 2 semaines parce que Banchero a amélioré certains de ses choix et est plus efficace au shoot. Mais en dehors de ça, c'est pas parce que les mecs ont un pourcentage d'adresse qui est en hausse que l'attaque est plus performante dans la structure de l'attaque. Tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit dû à Mosley que l'attaque d'Orlando va mieux. Bah, la manière dont Paolo Banchero semble avoir un peu changé son jeu et tout ça, Mmh. pour moi, ça vient pas que du joueur non plus. Tu Non, vois? Il y a peut-être d'accord, du coaching là-dedans. c'est En possible. fait, il y a des éléments qui me font dire que bon, bah, là, ça s'améliore un peu Ouais. donc j'ai pas encore envie de foutre la tête, et puis de faire tomber putain, La comment on appelle guillotine, ça? ouais. Voilà, la guillotine. Mmh. J'attends de voir encore. Après, bon, j'attends de voir, mais c'est pareil, hein, la NBA, ça va vite. Ouais. Là, il faut voir comment est-ce qu'il va gérer le retour de Franz Wagner, Je sais pas, hein. et puis les playoffs, parce qu'on attend toujours cette équipe en playoffs. Big up à notre ami Noah Penda qui s'est fait, salement crosser par Donovan Mitchell. Mmh. Il était sale celui-là, hein. Tu sais que c'est l'une des actions de la semaine, hein. Je suis Non, désolé, tiens. je suis désolé Noah, mais tu rebondis sur le parquet, hein. Et puis il te regarde le salaud et puis tu as le banc des Cavs à côté. Oh et non, ils ont été méchants. Mais bon, on est content au moins de revoir Noah Penda qui reprend un peu de temps de jeu là récemment. Calendrier du Magic, pareil un peu Ouais, comme Miami. Donc, prochain match Miami, eux aussi c'est corsé, hein. Tu enchaînes Atlanta, OKC, Charlotte, les Lakers, Indiana, Cleveland sur tes prochains matchs. Donc, tu te dis que Atlanta, il faut gagner. Charlotte, il faut gagner. Les Pacers, il faut gagner. Si tu paumes un de ces 3 matchs, sachant que les autres matchs, du coup, c'est Miami, OKC, les Lakers et Cleveland qui seront des matchs d'une toute autre intensité, je pense. Attention, pas simple. Et eux, pour le coup, tu as un calendrier de fin de saison qui est pas celui de Miami. C'est-à-dire que tu sur tes 5 derniers matchs, tu te farcis Détroit, Minnesota et Boston, hein, qui auront mmh. normalement des choses à jouer aussi, donc pas facile. Orlando, tu as un calendrier qui est pas facile et encore tu as des matchs qui sont jouables parce que tu as encore du Sacramento, du Toronto, du Phoenix, du Dallas. Je pense que bah, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que Miami et Orlando finissent dans le play-off. Ah, OK, oui, d'accord. C'est place 5 et 6. Je sais pas dans quel ordre, mais je pense elles sont pour les Floridiens. Ouais. Oui, j'attends de voir. Ce serait quoi l'équipe qui pourrait aller chercher? Tu crois en Toronto, toi? Atlanta? Heu, Atlanta, putain, les mecs, ils sont sur 8 victoires de rang. Ah bah, Waouh! il y a un petit écart quand même, hein. Il y a un petit écart, hein. Atlanta, c'est 35-31, ouais, pas énorme en fait. Miami, c'est 38-29. Tu as 2 défaites. Il y a 2 défaites. Mais je sais pas, Atlanta, j'y crois un peu. Atlanta, tu es sur 8 victoires consécutives, mais je sais pas, j'y crois un peu moins. Là, tu es sur une très bonne dynamique, mais tu as gagné des matchs que tu devais gagner, Atlanta, hein. Donc ouais. Donnez-nous votre avis. Donnez-nous votre avis les amis sur sur la dynamique des équipes floridiennes. Mon Quentin, tu as quelque chose à rajouter ou on passe de l'autre côté de la conférence? Non, on peut passer de l'autre côté, ça fait quoi? Ça fait 40 minutes déjà. Allez, Ouais. passons de On va accélérer un petit peu à l'ouest parce qu'on parle plus souvent de l'ouest que de l'est. Donc on va accélérer un petit peu nos focus. On voulait faire un focus sur les équipes de Los Angeles qui vont quand même très, très bien en ce moment. Hem, on va commencer par les Lakers, je te propose, allez, parce que même si la dynamique est très bonne, il y a un contexte. Les Lakers sont pour le moment 3e de l'ouest, mais tu es toujours dans ce mouchoir de poche entre la 3e et la 7e place. Il y a quoi? Il y a 2 défaites d'écart avec Phoenix qui est 7e. Donc pareil, tu es sur cette dynamique de si tu gagnes 2 matchs, tu es 3e, tu en perds 1, tu peux être 6e le lendemain. ouais. Les Lakers ont gagné beaucoup de matchs ces derniers temps sans monsieur LeBron James. Oui, Donc ça va être un élément de discussion forcément. À gagner des matchs qu'eux aussi devaient gagner, mais ont aussi sorti des grosses pertes.
notamment contre les Knicks. Il y a eu cette grosse victoire contre les Knicks, et contre Minnesota. Ce cassage de Mmh, gueule contre Minnesota qui, moi, personnellement, m'a bien fait kiffer. Après, tu as tapé les Pacers, tu as tapé Chicago, bon, tu devais le faire. Là, tu as un calendrier bien vénère qui arrive. Tes mmh, prochains matchs, c'est Denver, Houston 2 fois, Miami, Orlando, Détroit. ouais. Tu as un enchaînement qui est bien violent avec le retour de LeBron. Je te pose cette question-là, on sait que depuis le début de saison, c'est une équipe, qui enchaîne 4 matchs, 4 victoires, puis 3 défaites. La question, c'est pas de savoir si les Lakers peuvent être un candidat au titre parce que ça, moi-même, je n'y crois pas, mais est-ce que les Lakers, au vu de cette dynamique de fin de saison qui peut être intéressante, vont avoir cette réflexion de mettre soit Austin Reeves, soit LeBron sur le banc et peuvent passer un tour de play-off? Ouais, j'aimerais bien que JJ Redick y réfléchisse. J'ai confiance en lui, en mon chouchou. Hem, Déjà, je trouve qu'il y a aussi quelque chose à noter, c'est que ça défend du Très, côté très des Lakers et ça change radicalement, bah, la dynamique des Lakers et d'ailleurs quand j'ai entendu la liste des prochains matchs, tu joues donc de grosses attaques, j'attends de voir s'ils vont être capables encore de retranscrire ce qu'ils ont établi ces derniers matchs. ouais. Déjà, parce que, il y a plein de choix qui ont été faits par Redick, heu ils vont plus à la lutte au rebond offensif, ils vont privilégier le repli défensif. Ils sont Mmh. passés de la 19e place à la 28e, donc vraiment ils en ont rien à foutre. Ouais, Hem Et du coup, ils encaissent beaucoup moins en transition, bien sûr. donc ça je trouve c'est cool. Le coach il utilise aussi de plus en plus, la zone. Pourtant quand tu as des joueurs comme, Reeves, Doncic et tout, faut être couillu, hein, pour le tenter. Mmh. Mais ces mecs-là répondent aussi. Je trouve Luka beaucoup, hein. que putain, hey, waouh, Luka, on n'en Luka parle là, pas assez. depuis 2 semaines, les efforts défensifs. Bah, déjà cette Du saison, les il en a fait. passages en force, les passages en force. Ouais, passage en force et interception, hein. Et ouais, les interceptions, j'aime bien parce qu'ils copient un peu Marcus Smart et tout ça, tu vois? Tu sens que les 2 C'est lui qui change la face de cette équipe depuis 2 semaines. Clairement, on va pas se mentir. et en Marcus Smart. 2026, j'ai vu cette stat là, pour le coup, ça m'avait halluciné. C'est pour ça que je voulais parler de la défense et de Luka Doncic. Le defensive, estimated plus minus, il est quasi neutre pour Luka, à -0.6. C'est bien loin des horreurs de Dallas, de l'époque là où franchement, mais c'était dégueulasse quoi. Ah bah non. Il Il défend défend. bien mieux. En fait, il ça a toujours été ça le côté très frustrant avec Lucas, parce que autant Austin Reeves, moi je lui ai jamais reproché les efforts et la volonté de vouloir défendre. Le problème, c'est vraiment ses capacités de défenseur et son physique. Ouais. C'est-à-dire qu'il se donne, Austin, hein, mais il aura beau se donner toute sa vie, ce sera toujours une passoire en défense. Luka, on est quand même sur un mec qui fait 2 mètres, plus de 100 kilogrammes, donc il a des attributs athlétiques qui font que, putain mec, si tu as juste un minimum d'envie, tu peux tout à fait faire le minimum syndical en défense. Mmh, C'est ce mmh qu'il est en mh. train de faire et tu as raison, hein. C'est notamment, je crois, contre New York où cette volonté d'aller non, Minnesota, je crois. Cette volonté de mettre son corps en opposition pour aller provoquer des passages en force, cette intelligence d'aller couper les lignes de passe pour, bah, provoquer des interceptions Mmh. et tout ça l'idée par l'absence de LeBron et du coup l'intégration de Marcus Smart dans le 5 de départ. Tu sais ce que Bon, j'aime bien? ouais. Ce que j'aimerais bien, hein, c'est que si les Lakers maintiennent cette défense là, qui est quand même plutôt solide, qui fonctionne bien, et qu'en play-off, ils se décident, mais j'y crois très peu, hein, mais d'avoir LeBron James en 6e homme, Sortie de banc, mais oui, bien en sûr. sortie de banc et en meneur de la seconde unité, je te parle pas de juste remporter le 1er tour, hein. Mmh. Ah bah non, mais là Je ça te change. parle de faire chier un beaucoup, beaucoup de monde. Ça change tout parce que ça veut dire que dans ton 5 de départ, tu intègres Marcus Smart à côté de, Austin Reeves et Luka et que ta raquette, du coup, c'est Rui Hachimura, DeAndre Ayton et tu sais que DeAndre Ayton, je suis le premier à le saccager quand ça va pas et je suis le premier à dire quand ça va bien et DeAndre Ayton, depuis la streak là des 4 victoires consécutives, ah bah tiens, comme par hasard, monsieur se remet à défendre et monsieur se remet à avoir des ballons en attaque. Donc un peu plus de dynamisme, un peu plus d'envie sur le terrain et c'est tout con, hein, mais ça se voit. Ça se voit quand Ayton est bien, hein. Ça change tout. Après, la profondeur quand même de l'effectif, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais imagine juste, hein, imagine juste. Si tu mets l'un des 2 en sortie de banc, que ce soit Austin ou LeBron, j'aimerais bien que ce C'est soit pour LeBron. ça en fait qu'il y a ce besoin-là de faire d'en mettre un sur le banc. Ça veut dire que ta sortie de banc, tout de suite, ça devient LeBron James
avec Jack LaRabia, avec Jared Vanderbilt, avec Jackson Hayes et avec, comment il s'appelle le shooter? Connect? Non, qui vient d'Atlanta là, qu'on a récupéré d'Atlanta contre Gabe Vincent, Ah, j'ai oublié Kennard, son nom. Luke Kennard. Luke Kennard. Kennard. Ça veut dire que, bon, c'est pas le 5, la sortie de banc de l'année, mais juste tu mets LeBron en sortie de banc avec des shooters et un pivot qui est capable de faire un minimum de rim protector et de catcher des lobes, et Mmh. bah, tu es sur une seconde unit qui est beaucoup plus intense. LeBron serait complètement en capacité de dominer les secondes unités adverses. Mais de toute façon, qu'on se le dise, début de saison, ça fonctionnait bien quand LeBron n'était pas là, que le duo Mmh. Luka Doncic-Reeves, tournait à plein régime. Bien sûr, Là, bon, bah, on voit bien dernièrement, j'ai pas envie de jeter la pierre sur, c'est pas ça l'idée. bien C'est juste que, sûr. bien comprendre que, bah, le trio, non, en fait, ça va pas. Ça Ça fonctionne va pas. pas parce que du coup, tu as 3 mecs qui sont ciblables en défense. Et du coup, ça déséquilibre tout. Mais ouais, voilà où on en est pour les Lakers, du mieux, mais on s'enflamme pas. On attend de voir le retour concret de LeBron qui a fait son retour hier contre Chicago, mais de voir un peu plus dans la durée. De passer là cette streak de 7 matchs ultra violents et de voir comment ils s'en sortent. Tu sais que si les Lakers sortent de cette streak de 7 matchs-là en positif, ne serait-ce qu'en positif, Ouais, 4-5 victoires, là, et ben, tu je bah, tu pense assures que ta 3e place à peu près, logiquement et puis, en tout cas, tu assures ton top 5, je mmh, pense. Parce que derrière, après, tu vois, le calendrier est quand même nettement plus cool. Tu fais Indiana, Brooklyn, Washington, t'es content, ouais. t'es content, t'es content. Et après, bon, t'as Cleveland 2 fois OKC, mais à côté de ça, t'auras Dallas, Golden State, Phoenix et Utah. Donc, c'est des matchs que tu dois prendre. Mais ouais, il y a encore des gros tests, un calendrier bien solide, et on va continuer à suivre ça, sachant que de l'autre côté de Los Angeles, il faut qu'on en parle, hein, Ouais. mais depuis le départ de Chris Paul à 6-21, bah, les Clippers, c'est depuis 3 mois les Clippers, c'est la combienième meilleure équipe de la ligue? Et Kawhi Leonard, c'est le combienième meilleur joueur de la ligue? Non mais c'est Et leur bilan, enfin leur programme jusqu'à la fin de la saison, c'est le combienième plus facile de la ligue. Parce que là, c'est ça. vraiment, attention à la remontée des Clippers. Là, le non, mais parce que c'est un miracle quand même. Faut pas oublier qu'en début de saison, à un moment donné, tu te retrouves avec 6 victoires, 21 défaites, tu es 14e à l'Ouest, tu viens de Bradley repasser dans Beal le se pète, positif. Bradley Beal se pète, Chris Paul c'est la crise, Harden tient cette équipe, Kawhi est encore moyen, Brook Lopez est un dinosaure. C'était une équipe de cadavres, hein. Et si j'ai bien fait du coup mes recherches, c'est seulement la 2e fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe, heu tombe 15 matchs sous la barre des 50 pour revenir à l'équilibre dans la même saison. Mmh. Et Genre bah, enfin c'est hallucinant. Il y a eu du che et après bon, bah, qu'on se le dise, c'est en lien avec le retour, à un niveau MVP de Kawhi Leonard. bah, complètement, complètement et l'intégration ultra réussie de Bennedict Mathurin Garland et Darius Garland. et Garland, Nickel. les Clippers, je vous le dis, ils sont tellement vainqueurs de ce trade. Le côté parce que ça aussi j'en parlais avec pas mal de monde que je trouve hyper intéressant, ce côté en fait double génération. Tu sais, on avait énormément critiqué le fait que les Clippers c'était une équipe de vieux et bah, Ouais, c'est tout con, hein, mais tu ramènes Bennedict Mathurin, Darius Garland, sachant qu'à côté que ça, tu as encore Derrick Jones Jr. qui est pas bien vieux. Tu as Kendrick Nunn qui est pas bien vieux pas encore. bien joué, ouais. Tu as, John Collins qui est pas encore bien vieux, qui est plutôt dans son prime et bah, à côté de joueurs ultra expérimentés comme Kawhi, Nicolas Batum, Brook Lopez et bah et les 2 jeunes joueurs là, merde, j'ai oublié leur nom, qui font des très, 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 très bonnes les 2 rookies. Yannick Conan Niederhauser, mais qui s'est blessé. Niederhauser qui s'est pété malheureusement et je crois qu'il sera indispo pour la fin de saison. Et le Et tu deuxième, Kobe Sanders ou Jordan Miller, je sais pas, et ou bah, Cat les 2 Christie. Kobe non, non, mais Kobe Sanders et Jordan Miller qui font des très, très belles performances un peu irrégulières, mais de temps en temps et ce mélange de tout ça fait que coaché par monsieur Tyronn Lue, Ouais, putain pas les gars, mauvais, hein, on Tyronn. l'avait oublié, hein, Tyronn Lue, quand tu lui donnes un peu de matos les gars, Tyronn Lue, c'est un champion du monde, hein. Et là encore, c'est dingue, hein, mais ils sont passés de la 26e défense de la ligue en décembre à la 10e aujourd'hui. Enfin, c'est con à dire, mais à un moment donné, moi je le répéterai tout le temps, parce que souvent on parle trop facilement de l'attaque, parce que c'est ce qu'on remarque le plus facilement, tout ça. Bien sûr. Mais putain, la défense, c'est tellement important, Ça fait gagner tellement des titres. important. Mais bien sûr, bien sûr. Comme dirait, N-word, comme je l'appelle maintenant.
Mon bon Nico, toujours un plaisir de te saluer. Non, Tu non, de mais la bien profondeur d'effectif, tu vois? On en a parlé et puis, beh, je vous promets, pour moi, le trade de Garland, il est gagnant, en fait, parce que là où Harden, il ralentissait le jeu, Garland, il apporte du rythme, du liant. Là, son différentiel, il est de +55 en seulement 4 matchs. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner dans la durée, mais c'est déjà bon signe et surtout, il accepte de jouer loin du ballon, off ball, mmh. là où Harden, il monopolisait un petit peu trop parfois la possession. Bah, c'était un peu Ce qui auto permet à Kawhi Leonard de s'amuser. Bénédicte Mathurin aussi, du coup, il a son ballon. Enfin, mmh. c'est trop bien et puis Ah Kawhi non. Leonard, les gars, le mec, il tourne à quoi? Il tourne à 29,5 de moyenne depuis Noël. Son efficacité, elle est chirurgicale et c'est le joueur le plus efficace de la ligue en isolation. Il est devant Shai Gilgeous-Alexander. Il est en train de faire sa meilleure saison régulière en carrière, Kawhi. Ouais et puis Je peux il pas est pardonner. il est quoi? Il est il est quoi? Il est quel All NBA team là cette année, Kawhi Leonard? Parce qu'en fait, ce qui me fait rire, c'est que alors il Mmh. lui manque des matchs, certainement. Mais c'est quoi? C'est top 3 des meilleurs joueurs de la ligue? C'est une bonne Top question 5? ça. C'est une bonne question ça, All NBA team. Dans ta first, tu vas mettre Shai, Ouais. Jokic, Wemby, Wemby. Cade. Tu mets Cade devant Kawhi? Bah, tu vois, déjà tu peux Est-ce que te tiens ouais, regarde, tiens, tu vois la question? Elle est là, là. Cade, Jaylen Brown, Anthony Edwards, Kawhi Leonard. mmh. C'est qui le meilleur des 4 cette saison? Pour moi, le meilleur des 4 cette saison, bah, c'est Kawhi Leonard. Eh bah, c'est Kawhi. Ah bah, c'est Kawhi! Bah oui mon gars, mais je suis d'accord avec toi. Pardon, excusez-moi, first team, j'ai oublié Luka Doncic aussi. Excusez-moi, c'est le meilleur scoreur de la ligue et si on termine top 3, il y a pas de débat, hein. Il sera 3e MVP, hein, Luka, hein. Il a clôturé les débats, hein. Il est repassé devant Wemby. Heu, oh non, Peut-être quand pas, même pas, mec, quand même pas. peut-être pas. Wemby est devant, mec, Wemby est Non, devant. tu as raison, tu as raison. Wemby et Luka, il y a un débat. Jokic et Shai, pour moi, il y a plus de débat, hein. Je suis désolé et encore, il fait une saison extraordinaire, hein. Mais là, mon gars, hein, le mois qui vient de se passer de Shai Gilgeous-Alexander, dans le clutch là, les victoires qu'il est allé chercher là, Bah, et il puis son record, le record 127 matchs à plus de 20 points, du coup. ouais, parce qu'on l'a évoqué vite fait en début de vidéo, mais on était sur l'un des records les plus historiques de la ligue. Le mec vient de l'éclater dans une détente, dans une du en dilettante le mec, hein. Puis Non, il va le Shai pousser loin, à mon avis, hein. et puis là, les game winners, les buzzers qu'il a envoyés toute la semaine, non, Shai, il est en train de plier le débat du MVP, je pense, Ouais, clairement. ouais, ouais, ouais. Mais il Mais est du fort, coup hein, pour faire ça, tu sais, en fin de saison ah, là, quand, tu as du mal à quand ça décider, compte là, bon, bah, il te pond un mois ou voilà, c'est terminé. le salopard. Mais pour en venir à Kawhi et du coup, pour conclure cette vidéo, parce qu'on a 53 minutes de vidéo et je vous la pose aussi parce que c'est un débat que j'ai eu avec Simon, il y a quoi? Il y a 2 jours. Ouais, On a tendance à faire les montagnes russes avec les Clippers, c'est-à-dire qu'on s'enflamme quand tout va bien, mais il faut relativiser parce que cette équipe est menée par Kawhi Leonard. Donc, ouais. tout de suite, on connaît le frein physique et le frein potentiel de cette équipe. On est dans le meilleur des mondes. Kawhi Leonard ne se blesse pas. Tu te souviens de notre science-fiction qu'on avait fait pendant notre Ouais, petite mais tu vidéo? vois, moi malheureusement dans ma science-fiction, c'est même pas les je te rappelle, c'est même pas les blessures qui l'ont Ah non, stoppé. c'est Adam Silver. C'est Adam C'est Silver. c'est Adam Silver qui l'a stoppé. Non, mais mettons de côté tout ça. Les Clippers sont la meilleure équipe du play-in. Ouais, Donc je pense que les oui. Clippers les Clippers vont sortir du play-in. Est-ce que ce sera 7e? Est-ce que ce sera 8e? À voir. Mmh. Donc ça veut dire que les Clippers au premier tour vont sûrement jouer OKC ou les Spurs. Ouais. Quel Non, Attends! J'ai pas posé ma question! non. On a dit que Miami pouvait être un poil à gratter pour certaines équipes à l'Est. Je te pose la question. Quelle équipe serait le plus dégoûtée de jouer les Clippers? Est-ce que c'est OKC ou est-ce que c'est les Spurs? En gros, quelle équipe pourrait potentiellement se faire sauter par les Clippers à ce niveau-là au premier tour? Bah, les Spurs, parce que Eh gars, Kawhi Leonard, comment il a envie de les tuer à mon avis. bah, mmh, L'ancien là de la maison et tout ça, ouah, côté revanchard, lui mmh, il a l'expérience. Le groupe des Spurs en a beaucoup moins en la matière. Ouah, mmh. tu pas envie. Bah, moi, je te dis qu'OKC, mon gars, ils sont dégoûtés de jouer les Clippers au premier tour. Parce que OKC, s'ils débarquent au premier tour de play-off et qu'on reste dans cette config, donc encore une fois, c'est de la science-fiction, hein.
mais que tu n'as pas Jalen Williams à 100, que tu n'as pas Isaiah Hartenstein à 100 et que Ah tu dois oui. taper ouais, mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et que tu dois taper cette équipe des Clippers là, à 100 physiquement, en ne comptant entre guillemets que sur Shai, Chet et les défenseurs et les AJ Mitchell et tout machin. Sauf qu'on connaît les capacités défensives des Clippers et que tu dois te coltiner Robocop à son prime, sachant que l'année dernière, il les tape en 7, mais que c'était bien compliqué et qu'il les tape parce que les Clippers font un non-match au 7e match Mmh. et tu sais que c'est un tremblement de terre, hein. Ah Mmh. bah, oui, oui, c'est le plus gros upset qu'on l'on pourrait voir venir, mais les champions titres, quoi. On parle quand même des champions titres. On parle des Après, tu sais champions. que je regarde vraiment le calendrier, ils ont top 3 des calendriers les plus simples de la fin de la saison. Ouais, mais Je regarde les ils sont loin Suns, de c'est Phoenix quand même, hein. différent. Ils sont loin de Gars, Phoenix, il y a 5 défaites d'écart. bah, les Suns, ils jouent du lourd, hein, encore jusque-là, hein. Oui, mais ça C'est veut dire pas que c'est ça veut dire que tu dois faire les Suns et tu dois aussi faire l'une des 4 de devant. C'est-à-dire Minnesota, Denver, ouais, Houston et Lakers. ouais, ah non, c'est vrai qu'ils sont 8e. Tu vois, tu as 6 défaites d'écart avec Minnesota et Denver. Je suis Ouais, pas non, sûr ça qu'ils reprennent les 6 défaites et du coup, tu en as 7 d'écart avec les Lakers. Je suis pas sûr qu'ils reprennent leurs 7 défaites avec les Lakers et avec Houston et je suis pas sûr mmh. qu'ils repassent leurs 6 avec, Denver et les Minnesota. Ça me paraît un peu trop tard, tu vois? Ouais, Phoenix, il y donc a un en monde. fait, OKC et les Spurs, ils le savent, en gros. C'est ça leur prend en est. Concrètement. Tu une chance Ah sur bah, 2, concrètement, quasi. c'est ça, c'est ça et du coup, Bah, de toute façon, il est là le plus gros poil à gratter, hein, parce que bon, bah, merci, Warriors et Blazers, mais bon, vous verrez même pas les playoffs et puis, bah, les Suns, ils sont gentils, mais ça va dépendre de comment ils sont physiquement, pareil, tu vois? Par contre, ça peut être un super match de play-in, hein. Tu sais que ce Clippers Suns, si les 2 équipes sont à 100 physiquement, oui, bah, entre oui Dillon Brooks contre Kawhi Leonard, Devin Booker contre, Mathurin et Garland, et tu pas envie ça en peut fait être bien, hein. et puis tu en fait, tu pas envie de jouer, un 2e match là, Ah non, heu, c'est, win or go home face, ouais, face à Steph, tu vois? ouais, c'est chiant. Tu un peu la flemme, hein. Tu sais jamais ce qui peut se passer sur un match. Steph, Draymond Green, peut-être que si d'ici là, il est sur le terrain, notre ami pivot, sur Non, lequel non, tu non, mais ça devrait aller. Mais, ou tu sais que même un game, à la Avdija là, le mec il va te chercher 43 lancers francs, parce ouais que lui, il va en convoquer des lancers francs, des fautes. Mais, il va ouais, les bah, écoute, obtenir. oui. Ouais. Bref, non, non, mais oui, oui, non, mais Clippers se présentent clairement comme un poil à gratter, sauf qu'il faut être rationnel et c'est là que du coup les Clippers, redescendent sur terre tout de suite. On parle des Los Angeles Clippers. On parle de Kawhi Leonard. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Voilà. avec ce Kawhi en mode MVP et cette, identité défensive qui les définit très bien, personne ne veut les croiser au premier tour. Et en même temps, les gens, ils réfléchissent, et puis ils regardent, dernièrement ce que ça donnait en playoff et puis ils se disent: «Bah, en fait, non, ça va, pas de souci, en fait. Oui, Venez, venez les Clippers, venez». c'est vrai qu'il y a je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre ces Raptors 2019 et ces Clippers 2026. Ah Tu sais, oui, mais jusque là, toi, tu irais? bah, en fait, dans la construction d'équipe un peu. Tu as pas le côté, tu pas le côté Kyle Lowry, leader vocal, ancienneté de tu vois, ça aurait été un peu Chris Paul, mais tu l'as pas. Non, ouais. Par contre, tu as ce mélange d'expérience avec des mecs qui ont tous globalement déjà connu des choses en playoff, vécu Mmh. des choses et qui ont tous une pierre à apporter à l'édifice, tu vois? Derrick Jones Jr, c'est tout con, mais ça a déjà connu des finales NBA avec Dallas. Ah, mais ils ont tous été traumatisés, voilà, qu'on se Tu le dise. vois? Brook Lopez, ça a déjà eu un titre. Mmh. Hem, tu perdu Zubac, mais tu de la matière. Kawhi s'est titré. Bah, Garland, Nico, il en a vu un peu quand même des Nico, il en avait eu. Garland, il en a connu avec Cleveland. Mathurin, il a vécu des finales NBA il y a pas si longtemps que ça. Donc tu vois, ils sont tous un peu expérimentés. Donc ils vont pas être là en mode: «Ah ouais, les lumières sont trop grandes». Non, ils savent ce qu'ils savent faire les mecs. Ils connaissent leurs responsabilités, ils connaissent leur rôle et tu es coaché par Tyronn Lue. Tu as ce côté un ouais, peu Raptors 2019 que tu vois pas ouais, venir et que si les planètes s'alignent très bien et que tu joues des équipes qui sont un peu en dedans physiquement,
J'adore faire vivre beaucoup d'espoir aux Clippers parce que moi, j'y crois pas du tout en cette équipe, hein. Mais j'aime bien leur donner un peu d'espoir, tu vois? On a eu cette même discussion avec Simon où hier, limite, on a failli terminer la discussion en disant: «Ouais, les Clippers vont être champions NBA» et on a terminé la discussion en disant: «C'est les Clippers». Ah Clairement, ouais? on termine la discussion comme ça en disant: «Ah ouais, merde, c'est vrai, c'est les Clippers». Ah voilà, force à vous On les verra gars, bien. on vous suit. Les amis, n'hésitez pas à nous donner vous aussi en commentaire vos pronos un peu sur la fin de saison des équipes floridiennes et de Los Angeles et plus globalement californiennes. On fera peut-être un focus sur les prochains jours, pardon, excusez-moi, sur les équipes du Texas et sur Denver qui gagnent des matchs mais qui galèrent, notamment cette victoire hier contre les Spurs sans Wemby, mais ça a bien galéré. Heureusement que Jamal Murray pond une saison All-Star. N'hésitez pas à Franchement, nous dire un petit peu aussi ce que vous avez pensé des records, que ce soit de SGA, est-ce qu'il a plié le site de MVP? Bam, est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même une performance historique qui marquera l'histoire de ce sport? Et on reviendra très très vite sur la chaîne de Coast to Coast pour préparer le play-in et les playoffs au mieux. Les amis, passez une bonne fin de week-end et on se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao!